c'est Kong. Il est roi ici. On va tous y rester à cause de vous. Mais les démons vivent en dessous. Je les appelle les rampants du crâne. Pourquoi? Ça sonne bien. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de Skull Island qui sort aujourd'hui. C'est la suite de King Kong pour nous parler de King Kong. Notre prof de cinéma, Philippe Lemieux. Merci d'être là, Philippe, ce matin. Ça me fait plaisir. Salut, Philippe, ça sort aujourd'hui, donc, cette Xème mouture. Il y en a eu quelques-uns des King Kong. Ça a commencé tout d'abord en 1933, le premier King Kong. Oui, il y a 84 ans et ça demeure, je pense, le plus grand de la série. Et c'est même un grand film en général dans l'histoire du cinéma. Faut comprendre. Ouais, hein? C'est historique, le film de King Kong en 33, là, à plusieurs égards. Premièrement, la date est importante parce que ça a été un grand succès financier et en 1933, on se retrouve dans le plus creux de la crise économique. La Grande Dépression. Là. Oui. On retient surtout que le crash était en 29, mais c'est en 1933 qu'on a le pire, là, 25 % de chômage. Le film a coûté très, très cher. C'est 10 cents le billet de cinéma à cette époque-là. Et malgré ça, le film a été un succès financier extraordinaire. Ce qui dit vraiment que les gens, dans les pires circonstances, cherchent quand même à se divertir et à oublier leurs problèmes. Et ça a beaucoup joué en faveur. À la limite, peut-être même encore plus. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Ça a été vraiment un grand succès. Et c'est un film original, c'est-à-dire c'est pas basé sur un roman ou sur une œuvre préexistante. Alors, d'où vient l'idée? Ben oui, c'est ça, j'allais te demander. Écoute, c'est deux réalisateurs qui sont fervents d'aventure. Les deux étaient, dans la vie, pilotes d'avion pendant la Première Guerre mondiale, ont beaucoup voyagé. Et il y en a un des deux qui a vu les dragons Komodo dans les îles de la Polynésie, une espèce de gros lézard là, très impressionnant. Le plus gros lézard, je pense, terrestre. Exact. Et ils ont eu l'idée là de faire un film de monstres géants. Et au studio, il y avait un animateur qui s'appelait Willis O'Brien, qui lui spécialisait dans l'animation image par image de petites maquettes, si tu veux. Et il préparait un film d'animation avec des dinosaures qui s'appelait Création. Alors, ils ont scrappé Création. Ils ont dit, on va conserver tes dinosaures, les maquettes qui existent déjà pour lesquelles le studio a payé. On va mettre un gorille géant là-dedans. Et c'est comme ça que King Kong est né. Voyons donc. Mais pourquoi un gorille géant? C'était... Simplement parce qu'ils ont vu cet animal-là qui est, on va le dire, quand même près de l'être humain en termes de mouvement et... de physionomie, même à rigueur. Donc, pour qu'il puisse avoir quand même une interaction avec l'actrice principale, parce que c'est quelque part une histoire d'amour aussi, là, King Kong. On peut pas le faire avec un T-Rex ou avec un Komodo, là, mais avec un gorille, ça va bien. Évidemment, ce qui caractérise ou semble caractériser le nouveau Kong qui sort aujourd'hui, c'est les effets spéciaux, mais c'était déjà une tendance à l'époque. C'était extraordinaire. Écoute, faut pas oublier quand on regarde, là, aujourd'hui, on le regarde, c'est un petit peu drôle, mais c'est en réalité une maquette qui a 18 pouces de haut. Kong. Quand elle est animée, une image à la fois. Ça veut dire qu'il faut prendre 24 photographies pour chaque seconde de film. Pour te donner une idée, il y a une scène dans le film où il se bat contre le T-Rex, toujours en 1933, là. Et cette scène-là, qui dure quelques minutes après, a pris 7 semaines de travail. Pas 7 jours, 7 semaines de travail. My God. Pour cette seule scène-là. Oui, c'est très, très long. Et à l'époque, les gens ont eu une réaction semblable à celle que nous, on a eue en 93 quand Jurassic Park est sorti, c'est-à-dire, je n'ai jamais vu d'aussi beau, aussi réaliste dinosaure à l'écran. Alors, c'était vraiment révolutionnaire et les gens, en particulier, appréciaient le poil sur la peau de King Kong, si je peux dire. C'était en fait du poil de lapin qui avait servi à faire la maquette. Et parce que l'animateur doit toucher à la figurine entre chaque photo qu'il prend, veut pas, le poil bougeait. Mais les gens, à l'époque, ont dit, on voit le vent même dans le poil de l'animal qui se déplace. Alors, ce qui était, en fait, une erreur technique dans ce cas-ci... devenait comme une qualité était un avantage. Oui, tout à fait. Et ça, c'était la première franchise en 1933, ces effets spéciaux-là. Le son aussi est un apport nouveau en 1933 dans le film King Kong? Oui, complètement, parce que le son est né en 1927 au cinéma avec un film qui s'appelle Jazz Singer. Et en 1933, là, faut tout inventer. Tu vas nous dire quels sons émettent les dinosaures, entre autres, de ce film-là. Puis tu vas nous parler de l'héritage actuel de King Kong. On est avec Philippe Lemieux, notre prof de cinéma. On jase de Skull Island, la franchise de King Kong au complet, mais c'est la sortie aujourd'hui du tout dernier de la franchise, 7h09. On est en 1933, c'est l'arrivée du film King Kong qui révolutionne à plein d'endroits, en plein d'aspects, en fait, le cinéma de l'époque. Philippe Lemieux pour nous en parler. Philippe, on parle de sons qui étaient émis par les dinosaures. On vient de voir des images, là, sans le son en studio, là, mais c'est fascinant. Oui, tout à fait. Puis il faut créer tous ces sons-là parce que ça n'existe pas.
Écoute, Patrick, je te pose la question. Où va-t-on aller enregistrer des cris de dinosaures en 1933? Dans une caverne obscure, Philippe, où vivent les Commodos qui servaient d'inspiration originalement pour la création du film. Ben, t'es pas très loin, Patrick. En fait, tu m'énerves! Parce qu'on a enregistré des cris de lions, de tigres et d'autres animaux dans un zoo, mais on va les ralentir à 50%, on va les jouer à l'envers, on va les mélanger les uns avec les autres et ça va donner les cris d'animaux qu'on entend. Mais en 33, c'est un métier qu'on invente au fur et à mesure, qui est tout nouveau. La prise de son. Puis, Oui, complètement. Puis François même Pérusse en 1933. Et même la musique écrite par Max Steiner. Max Steiner en est à ses premières trames sonores de films et il va écrire par la suite la trame sonore de Autant n'emporte le vent, de Casablanca, de plein d'autres. Oui, puis ça commence en 33 avec King Kong. Là. Et là, on s'en vient tranquillement vers le film d'aujourd'hui, mais l'héritage de King Kong, de quoi il est question là-dedans? Parce que moi, là, il me semble qu'il y en a un qui est sorti il n'y a pas tant d'années. Il y en a un quand j'étais jeune. Oui. Il y en a un autre qui est sorti, je me demande, ça fait 10 ans, là. En fait, il y en a eu plusieurs. Il y a eu tout de suite Son of Kong en 33, la même année que le film original. Son of Kong? Oui, on s'est dépêché à en faire un autre. Ça peut pas être une suite. King Kong meurt à la fin du film, Martin, donc nécessairement... Il tombe de l'Empire State Building. Oui, effectivement. Et il y a eu 4 films japonais qui ont été faits, dont un où Godzilla se bat contre King Kong en 1962. Oui. Je le mentionne parce que l'idée du studio actuel, c'est de créer une nouvelle franchise. On sait qu'on a eu le nouveau Godzilla il y a quelques années. Ouais. C'est le même studio qui nous offre King Kong aujourd'hui. Ils veulent nous ramener là. Et l'idée est que le prochain film serait Godzilla contre King Kong à nouveau. Donc, il y a vraiment un plan là, qui est établi pour qui? À ce niveau-là. Moi, je prends pour King Kong. Oui. Moi aussi, j'ai tendance à prendre qu'il y a du poil, là, ça marche pas. Le film dont tu parles de ta jeunesse, c'est le remake de 1976. Avec Jeff Bridges. Oui, et Jessica Lange, qui en était à son tout premier rôle au cinéma à l'époque. Et vaut mieux oublier cette version-là. C'est un homme dans un costume. King Kong est non un effet visuel, si on peut dire. Par contre, ce qui est intéressant, drôle en tout cas, c'est qu'il ne gravit pas l'Empire State Building à la fin de cette version-là, mais bien les 2 tours du World Trade Center qui étaient là à l'époque. C'est vrai. Et lorsqu'il s'est fait attaquer par un lance-flamme, il saute d'une tour à l'autre. Et le plus récent remake, c'est celui de Peter Jackson en 2005. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que c'est un rêve que chérissait Peter Jackson depuis très longtemps. Ah oui? Depuis 1995 qu'il voulait faire un remake de King Kong. C'est son film fétiche. Et les studios lui ont dit, écoute, on va accepter de le financer à la condition que tu nous fasses Le Seigneur des Anneaux. Alors, il y a... dans le fond, ça a été l'objet de marchandage. Oui. Wow. Il a fait Le Seigneur des Anneaux parce qu'au bout de la ligne... Pour pouvoir faire King Kong en bout de ligne. Fait que quand tu fais un film qui te mérite un Oscar, là, et pour vous donner une idée à quel point il est un fan du film original, il existe aujourd'hui 2 armatures originales, donc les figurines qui ont servi à animer King Kong en 1933. La peau n'existe plus, ça a été désagrégé, mais le squelette métallique existe toujours. Il y en a 2. Il y en a un qui est entre les mains de collectionneurs privés et l'autre qui est en Nouvelle-Zélande dans la collection privée de Peter Jackson. Et il a vraiment servi au tournage, à l'animation du film de 1933. C'était toi l'autre collectionneur privé. Ouais. Bon, Dieu, il s'appelle Bob Burns, on le connaît, là, mais le Smithsonian a essayé de le lui acheter à plusieurs reprises. Il a dit non, je le conserve. Mais c'est quoi, mettons, dans toi, là, comme prof de cinéma, là? Oui. C'est quel genre de film, King Kong? C'est un film où tu t'achètes un gros baril de popcorn, une liqueur, tu mets ton cerveau à zéro, puis tu fais battez-vous parce que c'est un match de lutte sur une île entre des gros monstres géants. Là. Tu parles de celui qui sort aujourd'hui. Celui qui sort Mais aujourd'hui. Si je te parle de celui de 1933 dont tu viens de nous parler. Non, le 33 est un chef-d'œuvre absolu, un classique à ne pas manquer. Là. Il y a Véronique sur la messagerie texte justement qui dit avoir vu le premier donc en 1933 lors de ses études en cinéma. Elle l'a encore en VHS et le regarde régulièrement, trouve ça génial. Donc, elle va te rejoindre à ce niveau-là. Philippe, on a mis la main sur des extraits, ce que tu nous parlais, là, les sons d'animaux au ralenti qui ont servi à créer les cris du tout premier King Kong, pardon. On a un extrait pour nos auditeurs. Vas-y, François. On reconnaît le lion, en tout cas. Oui. Ah, j'ai connu la demoiselle. Oui. Et encore, aujourd'hui, c'est des techniques qu'on utilise. Le T-Rex dans Jurassic Park incorpore un cri d'éléphant, en fait. Alors, c'est encore les mêmes techniques qui sont utilisées aujourd'hui. Mais c'était littéralement inventé pour King en Kong. 1933. Oui. Et je terminerai en vous citant la dernière phrase du King Kong original de 33. Lorsqu'il est mort au pied de l'Empire State Building, il y a un personnage qui le regarde et il dit « It was beauty that killed the beast ».
ce qui tisse un lien direct entre l'histoire de La Belle et la Bête et King Kong, qui est une autre histoire, finalement, de La Belle et la Bête. Wow! Ah oui, hein? Ben oui. My God, Clairement. ben, clairement. Merci, Philippe Lemieux. C'est très, très apprécié, comme à chaque fois. Et tu reviens nous voir, justement, la semaine prochaine Pour la véritable histoire de La Belle et la pour nous Bête. jaser de La Belle et la Bête. The Beauty Killed the Beast. Puis tu vas-tu aller mettre ton serveur off aussi pour Skull Island? Oui, mais je vais y aller, certain. Merci, Philippe Hey, Lemieux. merci. On lui reparle la semaine prochaine. Vous venez de l'entendre pour Beauty and the Beast. Dans un instant, l'actualité en 96 secondes.